7 ans. Cette année à chercher un fantôme dans les yeux de chaque enfant croisé dans la rue. Cette année à se réveiller en sueur, les bras tendus vers un berceau vide. Élise Moreau croyait avoir tout perdu cette nuit-là, à la maternité de Lyon, quand on lui avait annoncé que son bébé n'avait pas survécu. Elle croyait que la vie lui avait arraché le cœur pour toujours. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son enfant respirait quelque part. Élevée par des étrangers, vendue par ceux-là même qui auraient dû la protéger. Et l'homme qui partageait son secret, celui avec qui elle avait passé une seule nuit, il y a 7 ans, cet inconnu dont elle ne connaissait même pas le nom allait réapparaître dans sa vie de la façon la plus inattendue. Car le destin, parfois, attend patiemment dans l'ombre. Il guette le moment précis où tous les fils se croisent. Et ce moment était arrivé. Avant de poursuivre cette histoire, si ces premières lignes ont éveillé quelque chose en vous, si vous sentez que ce récit mérite d'être entendu jusqu'au bout, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ce geste simple vous permettra de ne manquer aucune de ces histoires qui explorent les profondeurs de l'âme humaine. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Lyon s'habillait de ses plus beaux atours en ce début décembre. La fête des Lumières transformait la ville en un tableau vivant, et les façades des immeubles haussmanniens de la presqu'île dansaient sous les projections colorées. Élise Moreau, 32 ans, installait son petit stand de calligraphie sur la place Bellecour, les doigts engourdis par le froid mordant. Elle soufflait sur ses mains pour les réchauffer avant de disposer ses créations sur la table pliante qui constituait tout son commerce. Des prénoms enluminés à l'ancienne, des citations calligraphiées sur parchemin, des faire-part personnalisés. Chaque pièce portait la marque d'un talent rare, celui d'une femme qui avait renoncé à une carrière prometteuse pour survivre au jour le jour. Les passants s'arrêtaient parfois, admiraient, puis repartaient sans acheter. Le froid décourageait les bonnes volontés. Elle avait choisi cet emplacement avec soin. Pas le plus passant, mais le moins cher. Depuis 7 ans, Élise comptait chaque euro, chaque centime. L'appartement minuscule du 3e sans ascenseur, le chauffage qu'on allumait le plus tard possible, les repas qu'on sautait parfois. La dignité avait un prix qu'elle payait chaque jour. Un homme s'approcha de son stand, grand, la quarantaine, des traits burinés par le travail en extérieur. Ses vêtements étaient simples, presque usés, mais il y avait dans son regard une profondeur qui arrêta Élise. Des yeux gris-verts, comme l'eau des étangs de la Dombe, un matin d'automne. Il examina longuement une citation de Saint-Exupéry qu'elle avait calligraphiée sur un papier vélin ivoire. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ses doigts effleurèrent le papier avec une délicatesse inattendue pour des mains aussi calleuses. Élise sentit son cœur manquer un battement. Quelque chose dans cet homme lui semblait familier, comme un parfum oublié qui ressurgit soudain et transporte vers un passé enfoui. Mais elle chassa cette pensée. 7 ans de solitude l'avaient rendue méfiante envers ses propres émotions. L'homme leva les yeux vers elle. Pendant une seconde, une fraction d'instant, elle crut voir passer sur son visage une expression de reconnaissance, presque de stupeur. Mais il se reprit aussitôt. « Votre travail est remarquable, » dit-il d'une voix grave. « Combien pour celle-ci » ? 15 €, répondit-elle. Il sortit un billet de 20 et refusa la monnaie. Puis il resta là, debout devant le stand, comme s'il cherchait quelque chose à dire. Le silence entre eux se chargea d'une tension étrange, presque électrique. « Vous travaillez seul » demanda-t-il finalement. « Toujours. » Le mot était sorti plus dur qu'elle ne l'aurait voulu. Elle vit l'homme hocher lentement la tête, comme s'il comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas dit. « C'est difficile d'être seul, » murmura-t-il. « Surtout pendant les fêtes. On s'habitue à tout. » Un groupe d'enfants passa en courant, leur rire cristallin trouant le brouhaha de la fête. Élise détourna le regard. Les enfants. Toujours cette douleur sourde quand elle en croisait. Cette petite fille là-bas, avec ses boucles brunes et son manteau rouge, elle devait avoir l'âge qu'aurait eu sa fille. 7 ans. L'âge des dents qui tombent et des premiers cahiers d'écolier. L'homme suivit son regard. Quelque chose passa dans ses yeux. Une ombre fugace. « Merci pour la calligraphie, » dit-il en rangeant soigneusement le parchemin dans sa poche intérieure. « Je m'appelle Mathieu. Je travaille dans les vignes, du côté de Beaune.
Je suis à Lyon pour quelques jours. » « Élise, » répondit-elle simplement. Il hésita, puis sortit un petit carnet de sa poche et griffonna quelque chose. « Si jamais vous avez besoin d'aide pour votre stand, ou pour quoi que ce soit d'autre, voici mon numéro, on ne sait jamais. » Elle prit le papier sans vraiment comprendre pourquoi. Mathieu s'éloigna dans la foule, sa silhouette disparaissant peu à peu dans les lumières mouvantes de la fête. Élise resta immobile, le papier froissé dans sa main, le cœur battant d'une émotion qu'elle ne s'expliquait pas. Cette nuit-là, en rentrant dans son appartement glacial, elle sortit le numéro et le regarda longuement. Quelque chose en elle voulait l'appeler, lui parler, comprendre pourquoi cet inconnu avait fait ressurgir des sensations qu'elle croyait mortes depuis 7 ans. Mais elle rangea le papier dans un tiroir et se força à l'oublier. Elle ne savait pas encore que Mathieu Delacroix n'était pas un simple ouvrier viticole. Elle ne savait pas qu'il était l'héritier du domaine de la Croix, l'un des plus prestigieux de Bourgogne. Et surtout, elle ne savait pas qu'il l'avait reconnu immédiatement. Car Mathieu, lui, n'avait jamais oublié cette nuit de décembre, 7 ans plus tôt, où une jeune femme aux yeux tristes avait bouleversé sa vie. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec le souvenir de cet homme gravé dans l'esprit. Elle avait rêvé de lui, ou plutôt d'une version confuse de lui, mêlée à des images anciennes qu'elle s'efforçait d'oublier depuis des années. La fête des Lumières de ses 25 ans. Cette soirée où tout avait basculé. Elle repoussa les couvertures et se leva dans le froid de l'appartement. Par la fenêtre, les toits de Lyon s'étendaient sous un ciel gris de décembre. Elle prépara son café dans la petite cuisine et s'assit à la table bancale qui lui servait aussi de bureau. Son téléphone vibra. Un message de son frère, Fabien. Elle grimaça, avant même de lire. « Élise, il faut qu'on parle. Céline et moi avons des problèmes. Tu peux nous prêter de l'argent ? C'est urgent. » Toujours la même histoire. Fabien et sa femme Céline, perpétuellement dans le besoin, perpétuellement à quémander. Élise avait cessé de compter ce qu'elle leur avait donné au fil des années, alors même qu'elle peinait à joindre les deux bouts. « Le sang de la famille, » disait sa mère avant de mourir. « On ne refuse pas au sang de la famille. » Mais quelque chose s'était brisé entre eux il y a 7 ans. Quelque chose qu'Élise ne parvenait pas à nommer. Une distance qui s'était creusée après la perte de son bébé. Fabien avait été là à la maternité, bien sûr. Il l'avait tenue dans ses bras quand on lui avait annoncé la nouvelle. Mais ensuite, il avait insisté pour qu'elle tourne la page rapidement, trop rapidement, comme s'il voulait effacer cet épisode de leur mémoire collective. Elle ne répondit pas au message et finit son café en silence. À 10h, elle était de retour sur la place Bellecour, son stand installé au même endroit que la veille. Le temps s'était adouci et les promeneurs étaient les plus nombreux. Quelques ventes égayèrent sa matinée. Une commande de faire-part pour un mariage en Provence. Un prénom à calligraphier pour un cadeau de baptême. Chaque transaction était une petite victoire contre la précarité. Vers midi, une voix la fit sursauter. « Vous n'avez pas mangé ?» Mathieu se tenait devant elle, un sac en papier à la main. Il portait les mêmes vêtements que la veille, usés mais propres. « Comment savez-vous que je n'ai pas mangé ?» demanda-t-elle sur la défensive. « Vous êtes là depuis ce matin, je suis passé plusieurs fois. » Il déposa le sac sur le comptoir. Une odeur de pain chaud et de fromage s'en échappa. Un sandwich du marché Saint-Antoine, le meilleur de Lyon, paraît-il. « Pourquoi faites-vous ça ?» La question était sortie plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Mathieu ne parut pas s'en offusquer, parce que j'ai été seul aussi, autrefois, et que quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Il s'assit sur le petit tabouret qu'elle gardait derrière le stand, sans demander la permission. Il y avait dans ce geste une familiarité troublante, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Élise mangea le sandwich en silence, consciente du regard de Mathieu posé sur elle. Pas un regard insistant ou gênant, mais attentif, presque protecteur. Elle ne savait pas quoi en penser. « Vous avez dit que vous travaillez dans les vignes, » reprit-elle entre deux bouchées. « C'est un métier difficile. C'est un métier honnête. On plante, on taille, on vendange, on suit le rythme des saisons. Il n'y a pas de mensonge dans le vin. » Cette phrase la frappa. Pas de mensonge dans le vin, comme si tout le reste de la vie n'était que tromperie. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-elle. « Une mère, un demi-frère avec qui je ne m'entends pas. Et
Il s'interrompit, le visage soudain assombri. « Et une fille » acheva-t-il dans un souffle. « Noémie. Elle a 7 ans. 7 ans. Le même âge qu'aurait eu son enfant. » Élise sentit sa gorge se nouer. « Sa mère » demanda-t-elle malgré elle. « Je ne l'ai jamais connue vraiment, une seule nuit, il y a longtemps. Et puis elle a disparu. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Une seule nuit, 7 ans. Élise posa le sandwich, les mains tremblantes. Ce n'était pas possible. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Quand parvint-elle à articuler. Quand était-ce? Décembre, il y a 7 ans, pendant la fête des Lumières. Elle le regarda, vraiment cette fois. Ses yeux gris vert, cette mâchoire carrée, cette cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Comment avait-elle pu ne pas le reconnaître immédiatement? L'alcool, cette nuit-là, avait brouillé ses souvenirs. Mais maintenant, tout lui revenait avec une clarté terrifiante. « C'était vous », murmura-t-elle. « Cette nuit-là, c'était vous. » Mathieu ne répondit pas tout de suite. Son silence était une confirmation. « Je vous ai cherché pendant des mois, » dit-il enfin. « Mais vous aviez disparu. Pas de nom, pas d'adresse, juste un prénom. Élise. »« Mon enfant, » balbutia-t-elle. « On m'a dit qu'il était mort, qu'il n'avait pas survécu à l'accouchement. »« Élise, notre fille est vivante. Elle s'appelle Noémie, et elle vous ressemble trait pour trait. » Le monde bascula. Élise agrippa le bord du comptoir pour ne pas tomber. 7 ans de deuil, 7 ans de larmes versées sur une tombe vide, 7 ans de mensonges. « Comment » articula-t-elle. « Comment est-ce possible ?» C'est ce que je suis venu découvrir, et je crois que les réponses se trouvent dans votre propre famille. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de révélations et de confrontations. Élise avait fermé son stand, incapable de se concentrer sur autre chose que cette vérité qui pulvérisait tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie. Mathieu lui avait montré des photos de Noémie. Une petite fille aux boucles brunes et aux yeux noisettes, le même regard qu'Élise voyait chaque matin dans son miroir. Il s'était installé dans un café du Vieux-Lyon, à l'abri des regards, pour reconstituer le puzzle de ces 7 années perdues. « Ma mère a récupéré Noémie à la maternité », expliqua Mathieu d'une voix tendue. « Elle m'a dit que la mère de l'enfant avait renoncé à ses droits, qu'elle ne voulait pas de ce bébé, né d'une aventure sans lendemain. J'étais jeune, j'étais en colère contre vous, alors je l'ai cru. J'ai élevé Noémie seule, avec l'aide de ma mère. »« Et vous n'avez jamais vérifié ?» demanda Élise, la voix tremblante de colère contenue. « Ma mère est une femme difficile. Elle dirige le domaine de la Croix d'une main de fer depuis la mort de mon père. Quand elle dit quelque chose, on ne pose pas de questions. Le domaine de la Croix. » Élise connaissait ce nom. Tout le monde en Bourgogne connaissait ce nom. L'un des plus prestigieux producteurs de grands crus, une fortune colossale bâtie sur des siècles de tradition viticole. Et cet homme, en vêtements usés, assis en face d'elle, était l'héritier de cet empire. « Vous m'avez menti, » dit-elle. « Vous n'êtes pas un simple ouvrier. Je ne vous ai pas menti. Je travaille vraiment dans les vignes. Je refuse de vivre de l'argent de ma mère. Nous sommes en conflit depuis des années. Elle voulait que j'épouse une femme de la haute société, que je perpétue les alliances familiales. J'ai refusé. Depuis, je vis en marge du domaine, dans une petite maison de vigneron. Mais Noémie vit avec votre mère. Ma mère a obtenu une forme de garde partagée quand j'ai refusé de me plier à ses volontés. Elle a les moyens de payer les meilleurs avocats. Noémie passe la moitié de son temps au château, l'autre moitié avec moi. C'est un arrangement douloureux. Et moi, pourquoi n'avez-vous jamais cherché à savoir ce qui m'était vraiment arrivé ?» Mathieu baissa les yeux, le visage marqué par le remords. « J'aurais dû. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais convaincu que vous m'aviez abandonné, que vous aviez abandonné notre enfant. Ma mère avait des documents. Un acte de renonciation signé de votre main. »« Je n'ai jamais rien signé !» s'exclama Élise. « On m'a endormi pour une césarienne d'urgence. Quand je me suis réveillé, on m'a dit que le bébé n'avait pas survécu. Il n'y avait même pas de corps à enterrer. Ils ont dit que c'était mieux ainsi, que je pourrais tourner la page plus facilement. » Les larmes coulaient sur ses joues. 7 ans de chagrin refoulé qui s'échappaient enfin. « Qui était là ?» demanda Mathieu. « À la maternité, ce jour-là, qui était présent ? Mon frère, Fabien, et sa femme, Céline.
Un silence lourd s'installa entre eux. Élise vit les traits de Mathieu se durcir. « Votre frère » répéta-t-il lentement. « Ma mère a mentionné un intermédiaire, quelqu'un qui lui avait proposé le bébé, quelqu'un qui voulait de l'argent en échange. »« Non, non, c'est impossible, Fabien n'aurait jamais... » Mais même en prononçant ces mots, elle sentait le doute s'infiltrer. Fabien et Céline, toujours à court d'argent. Fabien qui l'avait poussée à oublier si vite. Fabien qui évitait son regard chaque fois qu'elle parlait de son enfant perdu. « Il y a un moyen de savoir, » dit Mathieu. « Ma mère conserve tous ses documents dans un coffre au château. Si elle a payé votre frère, il y aura une trace. Un virement, un reçu, quelque chose. Et comment comptez-vous accéder à ce coffre ? Noémie est au château pour les fêtes. Je dois y aller demain pour la voir. Venez avec moi. Votre mère ne me laissera jamais entrer. Elle ne saura pas qui vous êtes. Pas encore. Je vous présenterai comme une amie, une calligraphe que j'ai engagée pour les cartes de vœux du domaine. C'est de la folie. C'est la seule façon de découvrir la vérité. » Élise regarda cet homme qu'elle connaissait à peine, cet inconnu qui avait partagé une nuit de sa vie et qui détenait la clé de 7 années de mensonges. Pouvait-elle lui faire confiance? Avait-elle vraiment le choix? « D'accord, dit-elle finalement, j'irai avec vous. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise à sa table de travail, les yeux fixés sur les photos de Noémie que Mathieu lui avait laissées. Sa fille. Cet enfant qu'elle avait pleuré pendant 7 ans était vivante, quelque part dans un château de Bourgogne, élevée par une femme qui l'avait acheté comme on achète un bibelot précieux. Et son propre frère avait orchestré cette transaction monstrueuse. L'aube la trouva épuisée mais déterminée. Elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Et ceux qui lui avaient volé son enfant allaient payer. La route entre Lyon et Beaune serpentait à travers les vignobles endormis de décembre. Les ceps dénudés s'alignaient en rang parfait sur les coteaux, attendant patiemment le retour du printemps. Élise regardait défiler ce paysage depuis le siège passager de la vieille camionnette de Mathieu, le cœur battant d'appréhension. Le domaine de la Croix apparut au détour d'un virage. Ce n'était pas vraiment un château, mais une imposante demeure du XVIIIe siècle, flanquée de chais immenses et de bâtiments agricoles. Les murs de pierre dorée brillaient sous le pâle soleil d'hiver. Tout ici respirait l'opulence discrète des vieilles fortunes, celles qui n'ont pas besoin de s'afficher pour exister. « Prête ?» demanda Mathieu, en coupant le moteur. « Non, mais allons-y quand même. » Une femme les attendait sur le perron. Grande, mince, les cheveux blancs coiffés en un chignon impeccable, elle portait un tailleur de cachemire gris qui devait coûter plus que tout ce qu'Élise possédait, Marguerite de la Croix. Même à distance, elle dégageait une autorité glaciale. « Mathieu, dit-elle sans sourire, tu aurais pu prévenir que tu amenais quelqu'un. Élise Moreau, une calligraphe de Lyon. Je lui ai commandé les cartes de vœux du domaine. Elle doit voir les lieux pour s'inspirer. Nous avons un imprimeur attitré pour cela. Je préfère quelque chose de plus personnel cette année. » Les deux regards se croisèrent, mère et fils, dans un affrontement silencieux. Marguerite finit par s'écarter pour les laisser entrer. L'intérieur de la demeure était à l'image de sa propriétaire, élégant et froid. Des meubles d'époque, des tableaux de maître, pas un grain de poussière. On se serait cru dans un musée plutôt que dans une maison habitée. « Noémie est dans la salle de jeu », indiqua Marguerite. Elle t'attendait avec impatience. Mathieu posa sa main sur le bras d'Élise, un geste bref mais réconfortant, puis s'éloigna dans le couloir. Elle se retrouva seule avec Marguerite. « Ainsi, vous êtes calligraphe », dit la vieille femme en la détaillant de la tête aux pieds. « Un métier pittoresque. Un métier honnête, » répondit Élise en soutenant son regard. « Il n'y a pas de mensonge dans l'encre et le papier. » Quelque chose passa dans les yeux de Marguerite, une lueur fugace qui disparut aussitôt. « Venez, je vais vous montrer le domaine, puisque vous devez vous en inspirer. » La visite fut glaciale mais instructive. Marguerite lui montra les chais centenaires, les caves où dormaient des milliers de bouteilles, le bureau où trônait un portrait du défunt patriarche de la Croix. Elle parlait de son domaine comme d'un royaume et d'elle-même comme de sa souveraine incontestée. « Le domaine de la Croix existe depuis 300 ans, expliqua-t-elle. Chaque génération a eu pour mission de le préserver et de l'agrandir. Mon mari y a consacré sa vie. Mon fils n'a pas la même vision. Quelle est la vision de Mathieu ? Mathieu croit qu'on peut vivre de principes plutôt que de pragmatisme.
C'est une erreur de jeunesse qu'il paiera tôt ou tard. » Elles arrivèrent devant une lourde porte de chêne. « Le bureau de Marguerite », supposa Élise. Et probablement l'endroit où se trouvait le coffre dont Mathieu avait parlé. « Et la petite ?» demanda Élise, d'une voix qu'elle espérait neutre. « Noémie, c'est cela ? Mathieu m'a dit qu'il avait une fille. Noémie est l'avenir du domaine, la seule héritière digne de ce nom. C'est moi qui l'élève, qui lui transmets les valeurs de notre famille. » Et sa mère ? Le visage de Marguerite se ferma comme un coffre qu'on verrouille. Sa mère n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Noémie est une Delacroix, point final. Cette phrase glaça Élise jusqu'aux os. Elle n'a jamais existé. C'était ainsi qu'on avait effacé son existence, qu'on l'avait rayée de la vie de son propre enfant. Un bruit de pas dans le couloir interrompit leur échange. Mathieu apparut, tenant par la main une petite fille en robe de velours bleu. Et quand Élise vit ce visage, ces boucles brunes, ce sourire timide, le monde s'arrêta. C'était elle. C'était sa fille. C'était le fantôme qu'elle avait pleuré pendant 7 ans, fait de chair et de sang, vivant et respirant à quelques mètres d'elle. « Noémie, dit Mathieu, je te présente Élise. C'est une artiste. Elle fait de très beaux dessins avec des lettres. Bonjour, madame, dit la petite fille poliment. Vous pouvez écrire mon prénom en beau ? Élise dut mobiliser toutes ses forces pour ne pas s'effondrer. Elle s'agenouilla à hauteur de l'enfant et prit une grande inspiration. « Bien sûr, ma chérie, je t'écrirai le plus beau prénom que tu aies jamais vu. » Et dans les yeux de Noémie, elle vit quelque chose briller. Une reconnaissance instinctive, comme si l'enfant sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'un lien invisible les unissait. Les jours suivants, Élise revint au domaine, sous le prétexte des cartes de vœux. Elle passait des heures à calligraphier, installée dans un petit salon que Marguerite lui avait attribué avec réticence. Mais son véritable travail se faisait en silence, dans l'observation minutieuse des lieux, des habitudes de la maisonnée, des failles dans la forteresse que la matriarche avait bâtie autour de Noémie. La petite fille venait souvent la voir. Elle s'asseyait près d'elle, fascinée par les arabesques d'encre qui naissaient sous sa plume. Elle parlait de peu, mais ces moments de silence partagé créaient entre elles une intimité que les mots n'auraient pas su construire. « Pourquoi tu es triste parfois ?» demanda Noémie un après-midi. « Qu'est-ce qui te fait dire que je suis triste ?»« Tes yeux. Ils sont comme les yeux de papa quand il regarde les vieilles photos. » Élise sentit sa gorge se serrer. Cet enfant percevait des choses que les adultes s'efforcèrent de cacher. « Je pense à quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps, » répondit-elle prudemment. « Moi aussi, je pense à quelqu'un que j'ai jamais connu, ma maman. Grand-mère dit qu'elle est partie au ciel avant que je naisse, mais je la vois dans mes rêves, parfois. » « Comment est-elle dans tes rêves ? Elle me ressemble, elle a les mêmes cheveux, les mêmes yeux, et elle me chante une chanson, toujours la même. » Le cœur d'Élise s'arrêta. Elle se souvenait de cette chanson, une berceuse que sa propre mère lui chantait enfant, qu'elle avait fredonnée pendant toute sa grossesse, les mains posées sur son ventre rond. « Tu peux me la chanter ?» murmura-t-elle. « Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. » Les notes familières flottèrent dans l'air, et Élise dut se mordre la lèvre jusqu'au sang pour ne pas éclater en sanglots. Comment était-ce possible ? Comment cette enfant pouvait-elle se souvenir d'une chanson qu'elle lui avait chantée avant même sa naissance ? Ce soir-là, elle retrouva Mathieu dans la petite maison de vigneron où il vivait, à l'écart du domaine. C'était un endroit simple, meublé de briques et de brocs, mais chaleureux. L'exact opposé de la demeure glaciale de sa mère. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en lui tendant une liasse de documents. « J'ai profité d'un dîner d'affaires de ma mère pour accéder à son bureau. » Élise parcourut les papiers d'une main tremblante. Des relevés bancaires, un virement de 50 000 € daté de 7 ans plus tôt. Le bénéficiaire, Fabien Moreau. La preuve était là, noir sur blanc. Son frère avait vendu son enfant pour 50 000 €. « Il y a autre chose, continua Mathieu. Un document signé par votre frère, attestant que vous renonciez à vos droits parentaux. La signature est un faux. J'ai fait comparer par un expert. Comment votre mère a-t-elle pu croire que je renoncerais à mon enfant ? Ma mère croit ce qui l'arrange. Elle voulait une héritière pour le domaine. Quand votre frère lui a proposé ce marché, elle n'a pas cherché à vérifier. Elle a vu une opportunité et l'a saisie. Et vous ? Vous n'avez jamais soupçonné la vérité ? J'aurais dû,
Je me suis laissé convaincre par mes propres blessures. J'étais jeune, humilié d'avoir été abandonné après une seule nuit. C'était plus facile de vous haïr que de douter de ma mère. » Élise se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, les vignes s'étendaient dans l'obscurité, silhouettes fantomatiques sous le clair de lune. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle. « On confronte ma mère. Et votre frère, ensemble. Elle ne laissera jamais partir Noémie sans se battre. Je sais, mais nous avons la vérité de notre côté. Et Noémie mérite de connaître sa vraie mère. » Élise se retourna vers lui. Dans la pénombre, les traits de Mathieu semblaient plus doux, moins marqués par les années de conflit avec sa famille. « Pourquoi faites-vous tout cela » demanda-t-elle. « Vous pourriez rester en dehors de ce scandale. Protégez votre nom, votre héritage. Parce que j'ai passé 7 ans à élever une enfant en lui racontant que sa mère l'avait abandonnée. 7 ans de mensonges qui ont forgé sa vision du monde. Je lui dois la vérité. Je vous la dois aussi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 7 ans, Élise s'autorisa à espérer. Peut-être que la justice existait, après tout. Peut-être que les torts pouvaient être réparés, les vies reconstruites. Mais elle ignorait encore que Marguerite Delacroix n'avait pas l'intention de laisser quiconque détruire l'empire qu'elle avait bâti, et que la confrontation à venir serait plus terrible qu'elle ne l'imaginait. La confrontation eut lieu 3 jours avant Noël, dans le grand salon du domaine. Marguerite avait convoqué ce qu'elle appelait un conseil de famille, ignorant qu'elle marchait droit dans un piège. Autour de la table en acajou se trouvaient Mathieu, Élise et Julien Delacroix, le demi-frère de Mathieu. Ce dernier était arrivé de Paris le matin même, alerté par un coup de téléphone mystérieux. Grand, élégant, le sourire carnassier, il représentait tout ce que Mathieu détestait dans sa famille. « Quelle charmante surprise !» lança Julien en découvrant Élise. « On invite les domestiques aux réunions de famille maintenant ?» « Élise n'est pas une domestique, » répliqua Mathieu. « C'est la mère de Noémie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite blêmit, ses doigts se crispant sur l'accoudoir de son fauteuil. Julien, lui, éclata d'un rire incrédule. La mère de Noémie. Cette vagabonde qui vend des bouts de papier sur les marchés. Allons, Mathieu, même toi tu peux trouver mieux comme mensonge. Ce n'est pas un mensonge, intervint Élise en posant les documents sur la table. Voici la preuve que votre mère a acheté ma fille à mon frère, il y a 7 ans. 50 000 € contre un nouveau-né et une signature falsifiée. Des faux, décréta Marguerite, sans même regarder les papiers. Cette femme est une manipulatrice qui cherche à mettre la main sur notre fortune. Les documents ont été authentifiés par un expert, contra Mathieu. Le virement bancaire est traçable. Et Fabien Moreau a avoué. J'ai enregistré sa confession hier soir. Il sortit son téléphone et appuya sur lecture. La voix de Fabien emplit la pièce, pathétique et suppliante. Je ne savais pas que c'était mal. Céline m'a convaincu que c'était mieux pour le bébé, qu'il aurait une meilleure vie avec des gens riches. Et puis on avait tellement de dettes. 50 000 €, ça semblait être la solution à tous nos problèmes. Élise n'en saurait jamais rien. Elle était sous anesthésie, elle ne se souviendrait de rien. L'enregistrement s'arrêta. Marguerite restait immobile, le visage de marbre. Seul un léger tremblement de sa main trahissait son désarroi. « Votre frère est un faible et un menteur », dit-elle finalement. « Cela ne prouve rien. Cela prouve que vous avez participé à un trafic d'enfants, Madame Delacroix, » répondit Élise. « Un délit passible de prison. Vous n'oseriez pas. Le scandale détruirait aussi votre fille. Ma fille mérite de connaître la vérité sur ses origines, même si cette vérité est douloureuse. » Julien, qui avait écouté l'échange avec un intérêt croissant, se pencha en avant. Comme c'est touchant. Mais permettez-moi de mettre les choses en perspective. Si cette histoire devient publique, c'est tout le domaine qui en souffrira. Les partenaires commerciaux, les acheteurs, les investisseurs. Personne ne voudra être associé à un tel scandale. Vous êtes prête à sacrifier l'héritage de 3 siècles pour votre petite vendetta personnelle ? Ce n'est pas une vendetta, c'est justice. La justice est un luxe que les pauvres ne peuvent pas se permettre, ma chère. Regardez-vous, vous vendez des calligraphies sur les marchés. Vous croyez vraiment pouvoir affronter la puissance financière des Delacroix ? Mes avocats vous écraseront avant même que vous ayez franchi la porte du tribunal. Julien a raison, intervint Marguerite, retrouvant son assurance.
Vous n'avez rien à gagner dans cette bataille. En revanche, j'ai une proposition à vous faire. Disparaissez. Retournez à votre petite vie misérable et oubliez que Noémie existe. En échange, je vous verse, disons, 100 000 euros. C'est plus que ce que vous gagnerez en 10 ans de travail. Vous voulez m'acheter comme vous avez acheté mon enfant? Je vous offre une chance de partir avec quelque chose plutôt que rien. C'est plus que vous ne méritez. Élise se leva. Elle tremblait, non pas de peur mais de rage contenue. Je refuse votre argent, Madame Delacroix. Je refuse vos menaces. Et je refuse de disparaître. Je me suis battu seul pendant 7 ans contre un chagrin qui aurait dû me tuer. Je me battrai 7 ans de plus, s'il le faut, mais je récupérerai ma fille. Dans ce cas, préparez-vous à la guerre. La porte du salon s'ouvrit soudain. Noémie se tenait sur le seuil, le visage baigné de larmes. Elle avait tout entendu. « C'est vrai ?» demanda-t-elle d'une petite voix brisée. « Tu n'es pas morte? Tu es ma vraie maman ?» Et dans le silence qui suivit, Élise comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Les semaines qui suivirent furent un enfer. Marguerite avait tenu parole. Ses avocats avaient inondé Élise de procédures, de mises en demeure, de menaces voilées. On l'accusait de harcèlement, de tentative d'extorsion, de manipulation d'une mineure. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Elle avait dû fermer son stand sur la place Bellecour. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. On la montrait du doigt, on chuchotait sur son passage. Certains la traitaient de folle, d'autres de profiteuse. La machine à détruire des Delacroix fonctionnait à plein régime. Mathieu, de son côté, se battait sur un autre front. Sa mère l'avait officiellement déshérité, le privant de tout accès au domaine et à Noémie. Julien triomphait, se frottant les mains à l'idée de devenir l'unique héritier de l'empire familial. Mais la plus grande blessure venait de Noémie elle-même. Depuis la scène du salon, l'enfant refusait de voir Élise. Marguerite l'avait convaincue que cette femme était dangereuse, qu'elle voulait la séparer de sa vraie famille, de tout ce qu'elle avait toujours connu. « Elle me déteste », dit Élise un soir, effondrée sur le canapé de la petite maison de Mathieu. « Ma propre fille me déteste. »« Elle ne te déteste pas, elle a peur, c'est différent. Comment puis-je la rassurer si je n'ai même pas le droit de l'approcher ? On trouvera un moyen, on trouve toujours un moyen. » Mais les mots sonnaient creux. Même Mathieu commençait à douter. Les ressources des Delacroix semblaient infinies, tandis qu'eux s'épuisaient dans un combat inégal. Un soir de janvier, alors que le froid mordait la campagne bourguignonne, un visiteur inattendu frappa à la porte. Fabien Moreau, le visage défait, les yeux rouges de larmes. « Je ne suis pas venu demander pardon, » dit-il avant même qu'Élise ait pu parler. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je peux t'aider. Je suis prêt à témoigner devant la justice. À tout dire, tout révéler. Les détails de la transaction, les intermédiaires, les documents falsifiés, tout. » Élise le regarda sans comprendre. « Pourquoi maintenant? Après tout ce temps. Céline m'a quitté, elle a pris l'argent qui restait et elle est partie avec un autre homme. Je n'ai plus rien. Plus de femme, plus d'argent, plus de dignité. Mais il me reste peut-être une chance de faire quelque chose de bien dans ma vie. Une seule chose. Et tu crois que ça suffira à effacer 7 ans de mensonges? Non. Rien ne suffira jamais. Mais au moins, Noémie saura la vérité. Au moins, elle saura que sa mère ne l'a jamais abandonnée. Élise hésita longtemps. La haine qu'elle éprouvait pour son frère était un poison qui la consumait depuis des mois. Mais la haine ne lui rendrait pas sa fille. Seule la vérité le pouvait. « D'accord, » dit-elle finalement. « Témoigne. Dis tout ce que tu sais. » Le témoignage de Fabien fut le premier domino à tomber. D'autres suivirent. Un ancien employé de la maternité qui avait été payé pour falsifier les registres. Un notaire complice qui avait authentifié les faux documents. Un à un, les acteurs de cette tragédie sortèrent de l'ombre, attirés par la promesse d'une remise de peine ou simplement accablés par le poids de leur conscience. L'affaire éclata dans les médias. Le scandale que Marguerite Delacroix avait voulu éviter à tout prix déferlait sur elle comme un tsunami. Les partenaires commerciaux se retiraient. Les acheteurs annulaient leurs commandes. Le domaine Delacroix, 3 siècles de prestige, s'effondrait en quelques semaines. Mais pour Élise, tout cela n'avait aucune importance. Seule comptait Noémie. Et Noémie, perdue dans ce chaos, ne savait plus qui croire ni qui aimer.
Les semaines qui suivirent furent un enfer. Marguerite avait tenu parole. Ses avocats avaient inondé Élise de procédures, de mises en demeure, de menaces voilées. On l'accusait de harcèlement, de tentative d'extorsion, de manipulation d'une mineure. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Elle avait dû fermer son stand sur la place Bellecour. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. On la montrait du doigt, on chuchotait sur son passage. Certains la traitaient de folle, d'autres de profiteuse. La machine à détruire des Delacroix fonctionnait à plein régime. Mathieu, de son côté, se battait sur un autre front. Sa mère l'avait officiellement déshérité, le privant de tout accès au domaine et à Noémie. Julien triomphait, se frottant les mains à l'idée de devenir l'unique héritier de l'empire familial. Mais la plus grande blessure venait de Noémie elle-même. Depuis la scène du salon, l'enfant refusait de voir Élise. Marguerite l'avait convaincue que cette femme était dangereuse, qu'elle voulait la séparer de sa vraie famille, de tout ce qu'elle avait toujours connu. « Elle me déteste », dit Élise un soir, effondrée sur le canapé de la petite maison de Mathieu. « Ma propre fille me déteste. »« Elle ne te déteste pas, elle a peur, c'est différent. Comment puis-je la rassurer si je n'ai même pas le droit de l'approcher ? On trouvera un moyen, on trouve toujours un moyen. » Mais les mots sonnaient creux. Même Mathieu commençait à douter. Les ressources des Delacroix semblaient infinies, tandis qu'eux s'épuisaient dans un combat inégal. Un soir de janvier, alors que le froid mordait la campagne bourguignonne, un visiteur inattendu frappa à la porte. Fabien Moreau, le visage défait, les yeux rouges de larmes. « Je ne suis pas venu demander pardon », dit-il avant même qu'Élise ait pu parler. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je peux t'aider. Je suis prêt à témoigner devant la justice, à tout dire, tout révéler. Les détails de la transaction, les intermédiaires, les documents falsifiés. Tout. » Élise le regarda sans comprendre. « Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Céline m'a quitté. Elle a pris l'argent qui restait et elle est partie avec un autre homme. Je n'ai plus rien. Plus de femme, plus d'argent, plus de dignité. Mais il me reste peut-être une chance de faire quelque chose de bien dans ma vie. Une seule chose. Et tu crois que ça suffira à effacer 7 ans de mensonges? Non. Rien ne suffira jamais. Mais au moins, Noémie saura la vérité. Au moins, elle saura que sa mère ne l'a jamais abandonnée. » Élise hésita longtemps. La haine qu'elle éprouvait pour son frère était un poison qui la consumait depuis des mois. Mais la haine ne lui rendrait pas sa fille. Seule la vérité le pouvait. « D'accord, » dit-elle finalement. « Témoigne. Dis tout ce que tu sais. » Le témoignage de Fabien fut le premier domino à tomber. D'autres suivirent. Un ancien employé de la maternité qui avait été payé pour falsifier les registres. Un notaire complice qui avait authentifié les faux documents. Un à un, les acteurs de cette tragédie sortèrent de l'ombre, attirés par la promesse d'une remise de peine ou simplement accablés par le poids de leur conscience. L'affaire éclata dans les médias. Le scandale que Marguerite Delacroix avait voulu éviter à tout prix déferlait sur elle comme un tsunami. Les partenaires commerciaux se retiraient. Les acheteurs annulaient leurs commandes. Le domaine Delacroix, 3 siècles de prestige, s'effondrait en quelques semaines. Mais pour Élise, tout cela n'avait aucune importance. Seule comptait Noémie. Et Noémie, perdue dans ce chaos, ne savait plus qui croire ni qui aimer. 1 an avait passé depuis le procès. Élise s'était installée dans un petit appartement à Beaune pour être plus proche de Mathieu et permettre à Noémie de voir ses 2 parents régulièrement. Elle avait repris son activité de calligraphe, mais différemment cette fois. Un atelier dans une rue pavée, avec vitrine sur rue et quelques élèves qui venaient apprendre les secrets de cet art ancien. Noémie grandissait, s'épanouissait, mais portait en elle des blessures invisibles que le temps seul ne suffirait pas à guérir. Elle faisait des cauchemars parfois. Elle demandait si Élise allait repartir, disparaître comme on lui avait dit que sa vraie mère avait disparu. La confiance, une fois brisée, met des années à se reconstruire. Mathieu et Élise avaient appris à se connaître vraiment. Pas dans la passion d'une nuit, mais dans la lenteur du quotidien partagé. Les repas préparés ensemble, les trajets à l'école, les devoirs du soir. Ils n'avaient pas reformé un couple au sens traditionnel du terme. Quelque chose de plus complexe les unissait, un lien forgé dans l'épreuve, plus solide peut-être que l'amour romantique. Un soir de décembre,
exactement 8 ans après leur première rencontre, ils se retrouvèrent sur la place Bellecour. La fête des Lumières illuminait Lyon comme autrefois. Noémie courait entre les installations, émerveillée par les projections colorées. « Tu te souviens ?» demanda Mathieu. « Comment pourrais-je oublier? C'est ici que tout a commencé et que tout s'est effondré. Et maintenant ? Maintenant, on reconstruit, pierre par pierre, jour après jour. » Noémie revint vers eux en courant. « Maman, papa, il y a un spectacle avec des dragons sur le Rhône. On peut aller voir ? » « Bien sûr, ma chérie. » Ils marchèrent tous les trois vers le fleuve, la petite main de Noémie dans celle d'Élise. Et pour la première fois depuis des années, Élise se permit de sourire sans retenue. Mais la vie, elle le savait, n'est pas un conte de fées. Marguerite Delacroix, diminuée mais pas vaincue, cherchait encore à s'immiscer dans leur existence. Julien, ruiné par la chute du domaine, nourrissait une rancœur tenace. Et Fabien, sorti de prison quelques mois plus tôt, avait tenté de reprendre contact, cherchant un pardon qu'Élise n'était pas certaine de pouvoir accorder. Les fantômes du passé ne disparaissaient jamais vraiment. Ils attendaient, tapis dans l'ombre, prêts à ressurgir au moindre signe de faiblesse. Ce soir-là, rentrant dans son appartement après avoir couché Noémie chez Mathieu, Élise trouva une lettre glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. Juste son prénom, calligraphié avec une maîtrise qui lui glaça le sang. Elle reconnaissait cette écriture. C'était la sienne. Ou plutôt, une imitation parfaite de la sienne. Elle ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Un seul mot, tracé au centre de la page. Bientôt. Le message était clair. Quelqu'un, quelque part, n'avait pas accepté la fin de cette histoire. Et une nouvelle tempête se préparait. Élise ne dormit pas cette nuit-là. Elle passa des heures à analyser la lettre, à chercher des indices, à tenter de comprendre qui pouvait lui vouloir du mal. Marguerite ? Julien ? Un autre fantôme surgit du passé ? Au matin, elle appela Mathieu et lui montra le message. Son visage se ferma aussitôt. « Julien », dit-il sans hésiter. C'est son style. Les menaces voilées, les jeux psychologiques. Il n'a jamais accepté de perdre. Qu'est-ce qu'il veut ? Se venger. De moi, de toi, de tout ce qui lui a échappé. Le domaine est en liquidation judiciaire. Il a tout perdu. Un homme qui a tout perdu est capable de n'importe quoi. On devrait prévenir la police. Avec quoi ? Un mot sur une feuille ? Ils ne feront rien tant qu'il n'aura pas agi. Élise sentit le poids familier de l'angoisse s'installer sur ses épaules. Elle avait cru, naïvement peut-être, que le procès mettrait fin à ce cauchemar. Mais les cauchemars, les vrais, ne s'arrêtent jamais vraiment. Les semaines qui suivirent furent marquées par une vigilance constante. On changea les serrures, on installa des caméras, on varia les trajets pour emmener Noémie à l'école. Chaque ombre, chaque bruit suspect devenait source de terreur. Et puis, un soir de février, Julien frappa. Pas physiquement, plus subtilement. Il avait contacté un journaliste, un de ces fouineurs toujours à l'affût de scandales, et lui avait livré une version déformée de l'histoire. Dans son récit, Élise n'était pas une mère spoliée, mais une aventurière sans scrupules qui avait piégé un héritier naïf pour mettre la main sur sa fortune. Les Delacroix n'étaient pas des bourreaux, mais des victimes, manipulées par une femme vénale. L'article parut dans un magazine à sensation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Du jour au lendemain, Élise passa du statut de victime à celui de prédatrice. On l'insultait dans la rue. Son atelier fut vandalisé. Noémie revint de l'école en pleurs parce que des camarades l'avaient traitée de fille de menteuse. La machine à détruire, qu'elle croyait arrêtée, s'était remise en marche. Mathieu voulut contre-attaquer, publier les documents du procès, rappeler le verdict. Mais la vérité, dans le tribunal de l'opinion publique, pesait peu face au sensationnalisme des accusations. Un soir, épuisée, Élise envisagea de tout abandonner, de prendre Noémie et de partir loin, très loin, là où personne ne les connaîtrait. De recommencer une nouvelle vie sous un autre nom, dans un autre pays. Mais Noémie, avec la sagesse incompréhensible des enfants, la ramena à la raison. « Si on part, maman, ça veut dire que les méchants ont gagné. C'est ce que tu m'as appris, non ? Qu'il faut jamais laisser gagner les méchants. » Élise regarda sa fille, cette petite fille de 8 ans qui avait traversé tant d'épreuves,
et qui se tenait devant elle, le menton levé, les yeux brillants de détermination. « Tu as raison, ma chérie. On ne part pas. On se bat. » La bataille finale eut lieu devant les tribunaux, une fois encore. Julien fut poursuivi pour diffamation, harcèlement et tentative de subornation de témoins. Les preuves, accumulées pendant des mois, étaient accablantes. Il fut condamné à 3 ans de prison ferme et à des dommages et intérêts qui achevèrent de le ruiner. Marguerite, affaiblie par la maladie et les scandales successifs, s'éteignit dans une maison de retraite quelques mois plus tard. Elle mourut seule, sans avoir jamais demandé pardon, emportant ses secrets et ses regrets dans la tombe. Le domaine de la Croix fut racheté par un consortium étranger. Les vignes continuèrent de produire leur vin, indifférentes aux drames humains qui s'étaient joués dans leur ombre. Et Élise, enfin, put commencer à vivre. Pas une vie parfaite, loin de là. Les cicatrices resteraient en toujours, les nuits de doute, les moments de fragilité. Mais une vie réelle, avec ses joies et ses peines, partagée avec une fille qu'elle avait cru perdre et retrouver par miracle. Le jour du 10e anniversaire de Noémie, ils organisèrent une fête dans le petit jardin derrière l'atelier de calligraphie. Des amis, des voisins, quelques élèves. Un gâteau fait maison, des rires d'enfants, le soleil de juin qui baignait tout d'une lumière dorée. Mathieu prit Élise à part, un verre de vin à la main. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit-il. « On n'a jamais eu de vrai commencement, toi et moi. Juste une nuit, puis 7 ans de vide, puis des batailles. On ne s'est jamais simplement rencontrés. »« C'est vrai !» Alors je me disais, et si on recommençait, pas comme avant ? Autrement, 2 personnes qui apprennent à se connaître, sans secret, sans mensonge, sans urgence. Tu me proposes quoi exactement ? Un dîner. Juste un dîner. Pour voir si, au-delà de tout ce qu'on a traversé, il y a quelque chose entre nous. Élise le regarda longuement. Cet homme qui avait été un inconnu, puis un père absent, puis un allié, et peut-être, possiblement, quelque chose de plus. « D'accord, » dit-elle finalement. « Un dîner. On verra bien où ça nous mène. Et peut-être que la vie, après tout, offrait parfois des secondes chances. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si ces mots ont touché une corde sensible de votre cœur, alors, ils n'auront pas été écrits en vain. Nous traversons tous, à notre mesure, des tempêtes qui semblent insurmontables. Nous portons tous des cicatrices que le temps ne fait qu'atténuer sans jamais vraiment effacer. Mais c'est dans ces blessures mêmes que se forge notre humanité. Élise a retrouvé sa fille, non pas par miracle, mais par la force obstinée de l'amour maternel et le courage de ceux qui refusent de se soumettre à l'injustice. Sa victoire n'est pas totale, sa vie n'est pas devenue un conte de fées, mais elle a reconquis ce qui compte vraiment, la vérité, la dignité et la possibilité d'aimer sans entrave. Si vous avez cheminé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous cherche aussi cette lumière au bout du tunnel. Restez avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne qui explore, semaine après semaine, les profondeurs de l'âme humaine. Partagez ces histoires avec ceux qui, comme vous, savent que la vie n'est pas simple, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et surtout, n'oubliez jamais, même dans la nuit la plus sombre, l'aube finit toujours par se lever.